La chronique de l'économie, comme tous les jeudis, c'est avec vous, Claire Cambier. Bonsoir. Bonsoir. Et évidemment, on va parler des femmes chefs d'entreprise. Ceci est fort logique. Et oui, pour cette journée des femmes, donc nous allons parler des femmes dans le monde du travail et plus spécifiquement des chefs d'entreprise. Nous en recevons deux sur ce plateau. Valérie Rodrigue, qui est directrice de Planète Langue, un institut de formation en langue, basé à Rambouillet, et Virginie Févé, bonsoir, qui a lancé avec son associé en 2008 Rolling Box, une agence de communication digitale située à Versailles. C'est ça. Alors dans les Yvelines, 26% des artisans, commerçants et chefs d'entreprise seulement sont des femmes. C'est peu. Valérie Rodrigue, est-ce que c'est un chiffre finalement qui vous étonne ? Ah non, pas du tout. Moi, quand j'assiste à des réunions de chefs d'entreprise, que ça parle aussi bien par la CGPME ou même simplement... CGPME qui est dirigée par une femme. Qui est dirigée par une femme et que je salue d'ailleurs parce qu'elle est très dynamique de ce côté-là pour la promotion justement de l'entrepreneuriat au féminin. Et donc qui contribue vraiment à nous promouvoir. Et non, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai plein de... Quand je postule pour des dossiers, on va dire de financement ou autre, que je me retrouve à des tables, c'est presque majoritairement des hommes qui me regardent en me disant « Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci ?» On va parler un peu de votre parcours. Il est un peu atypique puisque ce poste de directrice, finalement, c'est pas quelque chose qui était prévu. Non, il m'a été cédé par un homme. Les hommes sont bons. Ça arrive. Racontez-nous. En fait, moi, j'ai démarré mon existence professionnelle, on va dire, comme professeur de langue, parce que j'étais simplement... c'est mon cœur de métier, c'est ce que j'ai ici, en fait, mais avec toujours l'idée, un jour, d'avoir ma propre école, ça, c'est clair. J'avais toujours pensé que j'aurais mon petit truc à moi, mon petit truc à moi. Mais je rebondis pas sur petit truc à moi, mais est-ce que ça sous-entend que parce qu'on est une femme, on ne peut penser que petit truc à moi ? Oui, peut-être. Ah oui. Peut-être parce que et je n'insiste pas. J'ai un certain âge déjà, j'ai 47 ans et on va dire que de mon temps, enfin à mon époque, déjà être chef d'entreprise, j'en connaissais pas autour de moi. Bon, on vient pas spécialement d'un milieu, on va dire, où il y a beaucoup de chefs d'entreprise, justement, mais enfin, en regardant, en y repensant... Virginie Févé, vous faites une drôle de tête, vous n'êtes pas d'accord ? Non, je pense que chacun a son point de vue. C'est vrai que moi, j'ai jamais ressenti, enfin, on en avait discuté, j'ai jamais ressenti... une différence homme-femme. Alors c'est peut-être l'âge, c'est peut-être une génération différente, effectivement. Mais voilà, j'ai toujours voulu créer ma société. Vous l'avez déjà d'ailleurs créée en étant étudiante ? Exactement. L'année où j'étais salariée, je faisais mes cours du soir, mon master en marketing, et en même temps j'ai créé la société. Je pose juste cette question. Est-ce que dans votre famille, il y avait des chefs d'entreprise ? Il y avait des chefs d'entreprise. Alors peut-être ça aide. Peut-être ça aide. Du tout. Oui, voilà, c'est peut-être ça là où est la différence. Peut-être. Allez, on va dire que c'est ça la différence. C'est pas une question d'homme. C'est ça, par ailleurs, elle a fait des études de marketing. Moi, c'est des études de langue. Et c'est tout à fait autre chose. C'est pas du tout le même milieu. Et on est presque élevé pour être prof. Et vous savez que dans le milieu de l'enseignement, c'est une majorité féminine. Là, par contre, la parité homme-femme, elle est presque de 26% d'hommes. Et du reste de femmes. Voilà. Donc, en fait, simplement, je suis embauchée en 96 à l'Institut international de Rambouillet, qui se créait, qui reprenait l'Institut d'études françaises. Gravi les échelons. Tout de suite, je dois dire que mon employeur a reconnu tout de suite en moi, certainement, quelque chose. Mais en tout cas, il m'a proposé un poste de direction pédagogique qui consistait à créer en fait une équipe de professeurs, d'enseignants, et de créer des programmes, etc. Et on va dire qu'en 2008, fin 2008, il a décidé un matin de me donner les clés. C'est pratiquement comme ça que ça s'est passé, parce que j'étais pas du tout préparée à prendre ce poste. Du coup, passer de salariat à chef d'entreprise. Un matin, on m'a dit voilà, moi j'arrête. Est-ce que vous voulez reprendre ? Donc j'ai eu que quelques jours, allez, on va dire 15 jours pour prendre ma décision et me dire oui, je vais devenir chef d'entreprise. Mais ça a été compliqué ce passage ? Mentalement, oui, parce que j'avais en plus les salariés qui étaient présents étaient mes collègues. Donc il fallait non seulement que j'assume d'être différente, mais en plus d'avoir à reprendre un tout avec des gens
partageait un certain nombre de choses ou on avait des conversations très, très, très spécifiques de salariés, on va dire. Et après, quand on devient patron, on ne peut plus dire ce qu'on veut, quoi. On Ça fait change attention. totalement. Exactement. Alors vous, donc à l'inverse, vous avez commencé en tant que chef d'entreprise. Vous pouvez revenir du coup un petit peu sur cette création? Enfin, j'étais salariée avant. J'ai fait toutes mes études avant en alternance. Donc depuis mes 16 ans, je travaille parallèlement à mes études. Mais effectivement, je me suis lancée, j'avais 26 ans, 25. Et le parcours, effectivement, j'avais choisi de créer ma société. Dans quoi, c'était la question. Et puis ça m'a pris en cours d'année d'avoir une idée. Au départ, avec mon associé, parce qu'on était deux, on a lancé un réseau social sur Internet. Qui s'appelait Rollingbox aussi. Qui s'appelait rollingbox.com, voilà. C'était une très belle aventure pendant 3 ans et demi. Et puis ça a dû s'arrêter pour des questions de désaccord avec les organismes de droit d'auteur en juin 2010. On a vécu pas mal d'expériences, on a beaucoup appris et du coup on a décidé de remonter une agence digitale directement derrière. Donc on a réenchaîné en 2 semaines, on a changé d'activité et donc maintenant ça fait 2 ans et demi. Et ça marche bien. Ça marche très bien, on est ravis. Alors vous, votre statut de femme, vous pensez que c'est finalement un atout en tant que chef d'entreprise? C'est-à-dire qu'en fait... De façon, d'un point de vue philosophique, je pense que de toute manière, des difficultés, entreprendre en France, c'est difficile. On le sait tous. Ça l'est de plus en plus, donc il n'y a pas de secret. Après, des difficultés, on peut en avoir à différents niveaux. Des handicaps, il y a plein d'handicaps différents, que ce soit physiques ou mentaux. Je pense que j'ai jamais considéré ça comme un frein, je l'ai plus pris comme un tremplin. J'ai utilisé peut-être les faiblesses comme des forces. Et aujourd'hui, ça m'a amené là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas ce ressenti. Alors, je suis aussi... j'ai toujours vraiment mené ma barque un peu librement. Alors, comme vous dites que vous êtes issu d'une famille de chefs d'entreprise, est-ce qu'on vous a donné des conseils précieux? Oui. C'est vrai que j'ai vu mes parents... Des conseils qui peuvent s'appliquer aussi bien à un homme qu'à une femme, hein, après tout. On m'a dit de se fixer des objectifs et d'avancer par objectif et de ne pas regarder les freins. Ça vaut un homme, une femme, c'est pareil. Hein. Les conseils, c'est bon pour les deux. Et puis après, on m'a appris aussi à me battre, d'extraire toujours le positif. Je pense que c'est ce qui est important. J'ai pas pointé. Si j'avais dû me freiner, j'ai eu un parcours, j'ai dû faire mes études en cours du soir, etc. J'aurais pas pu en arriver là. Mais j'ai mis mes 80 heures par semaine, que je continue toujours. Hein. C'est une vie à conjuguer entre plusieurs activités. Je suis formateur, je suis chef d'entreprise, j'ai écrit un livre. Enfin, j'ai pas mal d'activités. Mais j'ai fait ce choix et j'en suis ravie. Si demain je voudrais faire un autre choix... Quel courage, 80 heures par semaine. Après, la motivation, je salue votre motivation. Alors du coup, on note quand même que l'entrepreneuriat se féminise en général. Quelques chiffres, d'après l'INSEE, 38% des entreprises individuelles créées en 2012 l'ont été par des femmes. C'est 4 points de plus tout de même qu'en 2002. Ça reste encore loin de la parité. Vous, Virginie, vous avez connu des difficultés. Est-ce que du coup vous avez été considérée comme moins crédible peut-être ? Non, d'abord parce que quand on dit j'ai pas été jetée comme ça d'un seul coup dans ce monde-là, c'est-à-dire que quand on a démarré en 96 l'entreprise, j'avais quand même carte blanche et j'ai créé la majorité des produits, etc. Et j'avais moi-même en moi quelque chose. Alors j'avais peut-être pas de conseil extérieur, mais j'avais une petite flamme à l'intérieur qui m'a toujours poussée à créer de nouveaux produits, à faire des choses pour les enfants quand j'ai attendu mon premier en 2000. J'ai toujours eu quand même ça. Maintenant, oui, votre question c'était parce que faut faire attention. Si vous avez mis du coup des bâtons dans les roues, les femmes être non, je peux pas dire qu'on me met des bâtons. Non, je peux pas dire qu'on me met des bâtons dans les roues parce que j'ai pas un caractère à ce qu'on me mette le bâton dans les roues. Parce que voilà. C'est ça. Alors, les femmes doivent avoir du caractère. J'ai un grand site, comme je disais tout à l'heure en coulisses. S'il faut enfiler les bottons caoutchouc et renfiler un jean par au-dessus de la jupe pour aller voir ce qui se passe sur le chantier ou avec les entrepreneurs, ça me pose pas de problème et ça me pose pas de problème de m'imposer. Mais c'est vrai que s'imposer, c'est peut-être un tout petit. Il y a un effort supplémentaire peut-être à faire quand on est une femme. Alors on remarque également en fait que finalement le secteur joue. D'après l'INSEE, donc les femmes représentent 60% des nouveaux chefs d'entreprise dans l'enseignement, la santé humaine, l'action sociale. Donc l'enseignement, ça vous concerne directement. Oui. Nous avons rencontré une chef d'entreprise qui va à l'encontre de ces données. Elle travaille dans un secteur plutôt masculin. Je vous laisse découvrir son portrait.
Quand on arrive dans les locaux de sa société où se mêlent plantes vertes, bougies et statuettes, on est loin d'imaginer le métier de Corinne. Cette femme hyperactive est à la tête d'une société de déménagement. Un milieu a priori très masculin, mais pour elle, son statut de femme est plutôt un atout. Au départ, c'est vrai que ce n'était pas forcément bien ressenti, mais aujourd'hui, le déménagement se féminise à son grand avantage. Il ne faut pas oublier que quand vous déménagez, quand un couple déménage, une famille, c'est bien souvent madame qui gère le déménagement. L'approche d'une femme sur une opération de déménagement répond certainement aux besoins non exprimés parfois des clients et ça amène effectivement une touche plus personnelle. En plus de cette activité, Corinne continue son premier métier, hôtesse de l'air. Un emploi du temps bien fourni qui ne l'a pas empêchée de prendre au fil des années de plus en plus de responsabilités. Elle est notamment vice-présidente de la Chambre syndicale du déménagement d'Île-de-France et au début, elle a dû se battre pour s'y imposer. Alors au départ, j'ai été perçue comme l'hôtesse de l'air qui se mêle de quoi, de caisse. Donc c'est vrai qu'il a certainement fallu que je leur prouve quelque chose, même si personnellement j'en ressentais pas le besoin, mais en étant naturelle et en défendant mes idées, je pense qu'ils m'ont accepté, la preuve ils m'ont élu à ce poste. Corinne ne s'arrête jamais. Avec son associé et mari, elle gère une vingtaine de salariés, réalise 1000 chantiers par an et se déplace partout dans le monde en tant que navigatrice. Un mode de vie difficile à conjuguer avec vie familiale. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile puisque mes filles ont 25 et 28 ans, donc elles sont autonomes, elles volent de leurs propres ailes. C'était plus compliqué quand elles étaient petites, notamment à cause de mon métier de navigante. C'est vrai que je ne les ai pas beaucoup vues grandir. Ça a été un peu le drame, le manque de ma vie, certes. Alors il faut dire que Corinne Gasto est particulièrement occupée. Donc Virginie Févé, vous êtes enceinte de 7 mois, ouais, c'est ça. Vous travaillez toujours. Oui. Et pour vous, donc, comment vous comptez vous organiser par la suite? Pour vous, c'est pas un problème? Non, voilà, c'est une période effectivement, et ça nécessite de trouver des solutions, mais je les trouverai. Pour l'instant, j'avoue que j'avance et j'ai trouvé quelques solutions qui me permettent de concilier les deux. Des questions d'organisation, pour la suite. C'est ça. Vous comptez reprendre tout de suite après? Oui. Oui. Si je peux, dès que je peux, je le fais. Alors, vous êtes aussi mère de famille, vous avez 3 enfants. Moi, j'en ai 3, j'ai Mika qui a 13 ans, et puis des jumelles, Emma et Jade, qui ont 9 ans. Ce n'est pas du tout un problème. C'est vrai que c'est une question d'organisation. Faut pas. Finalement, vous utilisez votre statut de chef d'entreprise pour mieux gérer. Eh ben, ça m'a permis de bien mieux gérer, mon existence de maman, parce que j'organise mon emploi du temps aussi en fonction de ce que je n'avais jamais pu faire avant. J'ai pu aller les chercher à l'école, des choses aussi bêtes que ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'une vie familiale, quand on est chef d'entreprise, c'est un plus. Moi, mon entreprise est florissante, elle dégage beaucoup de croissance, on est en plein boom, et mes enfants ne me gênent pas du tout. Au contraire, ils génèrent de la créativité chez moi. Voilà. On espère en tout cas que ça donnera à de nombreuses femmes l'envie de se lancer. Oui, je les encourage. Oui, voilà deux femmes et 2 chefs d'entreprise épanouis. Alors au niveau des conseils à donner, Virginie Févé, vous venez de sortir un livre, voilà, Stratégie Marketing 2013, donc il y a un guide pratique pour aider à se lancer dans le web principalement. C'est ça. Voilà, là, c'est par contre pour hommes, pour femmes, vous conseillez pour tout le monde. C'est pour tout le monde et c'est un homme et une femme qui l'ont créé. Anthony Gage, qui est mon associé aussi, qui l'a fait. On a mis à plat tous nos conseils, toute notre expérience. Donc un livre paritaire, homme-femme. C'est ça, pour exactement. Les hommes et pour les femmes. Voilà. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous deux. Claire, on va continuer cette chronique éco avec l'info. En plus, il y en a 3 des infos. Et d'abord, ces entreprises yvelinoises qui mènent des travaux de coulisses du cours Suzanne Langlaine. Ça, c'est du tennis. Ça se passe à Paris. Voilà, bien sûr. 2 entreprises versaillaises participent à la rénovation du cours de tennis Suzanne Langlaine de Roland-Garros, le cabinet d'architecte Girardet et la Marborerie des Yvelines. Ils s'occupent de la réfection, des coulisses du cours comme les vestiaires, le club des loges ou le salon du président. Allez, on va au Chênay maintenant. La semaine dernière, vous avez parlé de l'extension du centre commercial Paris 2. Et oui, il y a du changement. Ouais, voilà, on vous indiquait la semaine dernière que la Commission nationale d'aménagement commercial avait autorisé l'extension du centre commercial Paris 2 avec la création de la gare
galerie Ciel de Parly. C'était sans compter l'intervention du maire du Chesnay. Les bâtiments étaient auparavant loués à l'inspection académique de Versailles. Ces locaux sont donc toujours considérés à des bureaux, à destination de bureaux et non de commerce. Et c'est à la mairie de changer ce statut. Philippe Briot a annoncé qu'il n'en ferait rien et demande une concertation avec les habitants, les commerçants et le promoteur concerné, Marne et Finance. Voilà, et la CCI, le Chambre de commerce Paris-Île-de-France, qui chiffre les retombées économiques du super métro. Oui, un bilan vient de sortir et les chiffres sont bons. La croissance régionale passerait de 1,5 à 2% de 2015 à 2020, puis de 2 à 2,5% par an jusqu'à 2030. Le rapport estime par ailleurs à 60 milliards les recettes publiques supplémentaires au niveau national. J'ai juste une question à nos deux femmes chefs d'entreprise qui sont encore en plateau avec nous. Le Grand Paris, le super métro, ce serait important pour vous? Ça dynamise la région, oui. Donc c'est important. Ouais. C'est un plus alors. Oui, c'est un plus. Et justement, on en parle du Grand Paris. Je vous propose ce sujet sur les conséquences, notamment des Yvelines, après les décisions rendues par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Grand Paris Express est mort, vive le nouveau Grand Paris. Jean-Marc Ayrault a donc tranché mercredi. Oui, le projet de transport de banlieue à banlieue initié par Nicolas Sarkozy verra bien le jour, mais il coûtera plus cher et les travaux seront plus longs. Dans le détail, 200 km de lignes vont voir le jour ainsi que 72 gares. Le coût global est de 29,5 milliards d'euros contre 20 milliards initialement annoncés. Le financement n'est pas totalement finalisé, il se fera par une redistribution de certaines taxes touchant les entreprises et aussi par une contribution de plusieurs millions des collectivités locales. Mais le Premier ministre a aussi évoqué la possibilité d'augmenter les amendes forfaitaires de stationnement de 17 à 35 euros. Concernant le département des Yvelines, des ajustements ont été opérés sur le projet initial. L'ancienne ligne verte a été baptisée ligne 18. Elle reliera Versailles-Chantier à Massy-Palaiseau en passant par Saint-Quentin en Yvelines et ne sera achevée qu'en 2030. L'aménagement sera plus léger, un métro sur pneus, un tram-train et un métro aérien. Cette ligne 18 permettra en tout cas de desservir Saclay, appelé à devenir un pôle de compétitivité incontournable avec ses entreprises et ses centres de recherche et de formation. L'enjeu est de taille avec ces réalisations. Le gouvernement entend permettre à la région de rivaliser avec les principaux pôles économiques mondiaux en réduisant les temps de déplacement. Et pour finir cette chronique éco, place maintenant, comme tous les jeudis, à l'agenda économique. Et on commence avec une date en lien avec la Journée de la femme. Le Conseil national des Marocains de France propose une journée de débat et de rencontres à Mantes-la-Jolie. Des événements toute la journée, dont un débat avec Aïcha et Chana, fondatrices de l'association Solidarité Femmes. Et puis le 12 mars, vous pourrez assister à un atelier pour apprendre comment trouver un emploi via les réseaux sociaux. Ça se passera à la Cité des métiers à Trappes. Et enfin, dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, le Pôle emploi cadre de Guyancourt accueille les entreprises le 21 mars. Il s'agit d'une réunion d'information sous forme de petit déjeuner pour découvrir l'offre de services aux entreprises de Pôle emploi, mais surtout un CV dating. Des CV seront sélectionnés tout spécialement pour les entreprises présentes. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, mais il ne reste plus qu'1 jour aux entreprises pour s'inscrire. Ah oui, alors il faut donc faire vite. Il faut faire vite. Merci Claire pour cette chronique éco. Ce 7-8 100% féminin est maintenant terminé. Alors le mot de la fin, je vais le laisser à un homme poète, Jean Ferrat, qui a repris cette très belle phrase de Louis Aragon. La femme est l'avenir de l'homme. Bonne soirée. Et puis demain, vous retrouverez Wilfried Richy pour le 7-8 week-end. À très bientôt sur notre antenne. Qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent.